Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. L'économie circulaire en plein boom, c'est le sujet de mon édito ce matin. L'économie circulaire, c'est la tendance depuis le déconfinement et elle s'accélère. Hier, c'est la maison mère du Bon Coin, le norvégien Adevinta, qui a annoncé le rachat des activités petites annonces de eBay. Montant de la transaction, 8 milliards d'euros, ce qui en fait au passage le numéro 1 du secteur. Une opération de taille qui n'arrive pas par hasard. La crise actuelle booste les transactions de ces sites, les consommateurs étant plus soucieux de l'écologie et de l'impact de leurs achats. Résultat, depuis le 11 mai, le Bon Coin enregistre à la fois une explosion et une croissance de son trafic et vient de franchir la barre jamais atteinte des 30 millions d'annonces en ligne. L'économie circulaire, vous l'avez compris, grande gagnante de la crise. Merci beaucoup à Mathilde Poignet qui a illustré mon propos ce matin. Fanny Picard, fondatrice d'Alter Equity, bonjour et bienvenue. Je rappelle que vous venez de lever votre second fonds à hauteur de 110 millions d'euros. On peut dire que vous êtes une des pionnières de l'investissement, mais pas n'importe quel, l'investissement à impact responsable en France. Qu'est-ce qu'il faut comme critère ? Est-ce qu'il faut cocher certains critères pour pouvoir se targuer d'être justement un fonds à impact positif ? Il n'y a pas de définition réglementaire, législative d'un fonds à impact positif. Donc c'est vous qui l'affirmez en fait ? Exactement. Et dans ce contexte-là, vous imaginez qu'il y a des labels qui vont commencer à sortir ? Parce que le truc de fonds à impact positif, il y en a de plus en plus. Hein, il y a les grandes institutions bancaires essayent de se poser sur le marché. Est-ce qu'il y a un moment, on va essayer de réguler un peu ça et commencer à mettre des labels en disant « Ok, celui-là, il est bio, on peut investir dedans ?» Oui, ça me semble très probable. Il y a de plus en plus de demandes dans ce sens. D'ailleurs, ça fait partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ouais. Donc je pense très probable qu'il y ait effectivement des définitions qui soient de plus en plus organisées par le régulateur. Alors pourquoi vous dites-vous fonds à impact positif ? Quelle est votre philosophie ? Nous cherchons à soutenir l'intérêt général par l'investissement et concrètement, nous investissons dans des entreprises qui, par leur activité, par leurs produits ou par leurs services, forment des solutions aux grands enjeux sociaux ou environnementaux contemporains. On a choisi un certain nombre de secteurs qui correspondent à ces grands enjeux, qui sont le dérèglement climatique, l'épuisement de la biodiversité, l'épuisement des ressources, et pour nous, en tout cas, la qualité de l'eau, de l'air, des sols et l'accès à l'eau. Et puis dans le domaine social, des questions comme l'intégration dans l'emploi, l'intégration dans la société, le bien-être et par exemple la production de produits bio, l'éducation, qui est le chemin vers la liberté et le choix, et puis l'évolution vers une société plus durable, avec par exemple des activités comme la finance durable. Parce que, je joue un peu l'avocat du diable, mais on pourrait dire en fait le nucléaire, c'est un truc qui vient aider des aspects écologiques. Il y en a qui te disent non, pas du tout, il y en a qui te disent oui à fond. Ouais. Dans quelle mesure vous pouvez dire, ok, moi je suis un fonds impact et je choisis ce chemin-là. Il y a quand même un peu de subjectivité derrière quand même. Tout à fait. Et chaque fonds impact a sa propre subjectivité. Donc nous, la nôtre, c'est activité impact positif pour les personnes ou l'environnement, d'une part. Et puis, d'autre part, demander aux entreprises dans lesquelles nous investissons de progresser dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale. Okay. Ça paraît fou vu d'aujourd'hui. Chiffré sur cette progression ? Qu'ils se donnent eux-mêmes. Nous avons élaboré une grille de critères qui comprend aujourd'hui... C'est une progression à 2 chiffres, par exemple ? Ça peut être une progression à 2 chiffres. On a élaboré cette grille de critères qui comprend 90 critères. Et quand nous étudions un investissement, nous demandons à l'entreprise de choisir parmi ces 90 critères 10 à 15 critères sur lesquels il s'engage à progresser pendant la durée de notre investissement. Carole Juge, vous étiez professeure de littérature américaine et vous avez décidé de changer. Je crois que vous avez été aussi actrice dans une... J'ai lu ça quelque part. Oui, non, j'étais comédienne et j'ai joué dans 2-3 films, dont un film américain. Donc, elle a joué dans un film, prof de littérature américaine. Et vous décidez de vous lancer il y a 3 ans dans la couche, mais pas n'importe laquelle, la couche Made in France, qui est fabriquée aujourd'hui dans les Vosges. Aujourd'hui, vous vendez 4 millions de couches par mois. L'aventure June, elle s'est un peu emballée depuis la création. Il y a 3 ans, c'est ça ? Ouais, l'aventure June, elle a été assez folle. Moi, c'est vrai que je viens pas du tout du milieu de l'entrepreneuriat, du milieu du business. J'ai un doctorat en littérature, donc rien ne me prédestinait à devenir entrepreneur. Et j'ai monté une première boîte qui n'a pas trouvé son business model. Je me suis juré que plus jamais je referais de boîte et que c'était pas mon métier et que c'est la résilience, hein. Exactement, la résilience. Et donc après, j'ai eu l'idée de monter June et puis finalement, June est devenue un peu la boîte de
de ma vie, quoi. Alors, tout est parti de là, une couche sans parabènes, sans chlore, sans parfum, sans perturbateurs endocriniens. Si personne ne l'avait fait avant vous, c'est que ça devait être vraiment très très compliqué, notamment pour votre principal concurrent qui est Procter avec Pampers. Comment est-ce que vous avez trouvé, comment est-ce que vous y êtes pris et surtout comment est-ce que vous avez trouvé des partenaires industriels? Alors, l'histoire de la couche, elle est assez liée à l'histoire de la législation autour de la couche. C'est qu'aujourd'hui, dans l'industrie cosmétique, on a une industrie qui est extrêmement réglementée, mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 70, on avait des réglementations qui étaient beaucoup plus légères. Et bien, suite au scandale des bébés qui ont été intoxiqués par le talc, il y a eu des premiers amendements qui ont été proposés à l'Assemblée nationale pour réglementer l'industrie cosmétique. On n'a jamais réglementé l'industrie de la couche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune obligation de quoi que ce soit sur la couche. Il y a très peu de contrôle, il n'y a aucune obligation d'indiquer la composition, aucune obligation de dire où sont fabriqués les produits. Aujourd'hui, on a sur le marché des produits qui peuvent venir du Mexique, de Chine, de partout dans le monde, sans que qui que ce soit n'ait l'obligation d'en parler. Et c'est vrai que le fait d'avoir autant d'opacité sur ce marché, c'est quelque chose que je trouvais assez anormal, parce que j'avais compris de ma précédente start-up que les parents avaient énormément d'anxiété, d'inquiétude, de questions sur les produits qu'ils utilisaient au quotidien, et ils avaient besoin de réassurance.